la frontière de façon illicite. Avec le durcissement de l'état de siège, il est apparu que le franchissement des frontières de la RDC de façon illicite était devenu un peu compliqué. D'où la néo-rébellion a montré ses limites. Changement de stratégie, reprise de la rébellion. Donc, nous avons évolué durant les 20 ans avec une rébellion ou une néo-rébellion. Une rébellion veut dire présence militaire et exploitation économique. Néo-rébellion veut dire pas de présence militaire, mais contrôle à travers le brassage, n'est-ce pas, pour continuer les affaires. Voilà pourquoi on parle encore dans les négociations du brassage, parce que stratégiquement, on peut retenir ces deux mots, rébellion, néo-rébellion. La finalité est qu'ils doivent toujours avoir la main mise sur les minéraux qu'ils ont commencé à exploiter depuis plus de 20 ans. Alors, ayant dressé ce tableau, nous comprenons ici que nous sommes face à une situation complexe. Complexe parce qu'il y a des intérêts économiques. Il y a des intérêts économiques parce que pour un minerai tel que le coltan, 68% de la production mondiale du coltan est utilisée dans l'industrie électronique, dans les téléphones, dans les ordinateurs. Est-ce que les fabricants de téléphones et des ordinateurs vont-ils cesser de fabriquer? Non, ils vont continuer à fabriquer. Ça signifie que la demande va exister. Et le rapport des Nations Unies sort même la liste des intermédiaires, donc des courtiers internationaux, des entreprises, des usines de métallurgie qui transforment ces différents minéraux. La liste n'est pas exhaustive, c'est une liste assez limitée. Ça signifie qu'on peut connaître exactement qui sont les grands acheteurs ou pas ces différents minéraux. Ça signifie qu'il y a moyen, dans une certaine réflexion, atteindre l'objectif de pouvoir déplacer le centre commercial des minéraux du Kivu, du Rwanda, de l'Ouganda, vers la RDC. Tel est l'objectif que nous donnons, nous assignons à ce que nous proposons ce jour au chef de l'État, qui est la création d'une task force intelligence économique pour développer la compétitivité de l'État congolais en temps de guerre. Nous parlons de compétitivité. Pourquoi? Eh bien parce que, comme vous comprenez et comme vous pouvez voir les statistiques de nos jours, le Rwanda est plus grand producteur d'or, plus grand exportateur d'or que le Congo. Il est plus grand exportateur de coltan que le Congo. Il est plus grand exportateur, excusez-moi, de cassitérite que le Congo. Pour quelles raisons? Pour les raisons, n'est-ce pas, que je viens d'évoquer tout à l'heure, en disant que la route du minerai du Congo a été établie il y a une vingtaine d'années, qui a pour point de sortie privilégier les pays voisins, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda. Mais pour arriver à modifier cette route, il est important qu'une réflexion profonde soit mise en place et que des actions soient posées, et cela dans un temps record. C'est ça l'objectif d'une task force. Une task force, c'est une force opérationnelle. C'est une commission, c'est un groupe de travail composé d'experts pluridisciplinaires. Et ici, nous voulons, piloté par le cabinet du chef de l'État,
qui va commencer par poser un diagnostic exhaustif de la situation des minéraux de l'Est, de la situation de la guerre économique, afin de proposer un ensemble d'actions stratégiques, et non pas seulement des actions stratégiques, mais aussi d'en assurer le suivi. C'est une commission multidisciplinaire et nous disons qu'elle est d'intelligence économique. C'est une task force intelligence économique parce que l'intelligence économique se charge de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information afin de pouvoir orienter les acteurs économiques. Et cette orientation visera l'augmentation de la compétitivité de la RDC. Parce qu'à nos jours, si le Rwanda est plus grand exportateur de coltan que le Congo, ça signifie que le Rwanda est plus compétitif que le Congo. Ça signifie qu'il y a des intérêts, n'est-ce pas, des acteurs internationaux à traiter avec le Rwanda, à traiter avec l'Ouganda, qu'à traiter avec la République démocratique du Congo. Ici, nous allons dans une démarche telle que, permettez-moi, ce recours à la Bible. Jésus a dit, avant d'enlever la paille qu'il y a dans l'œil de votre prochain, enlevez d'abord la poutre qu'il y a chez vous. Ça signifie ici, ce que nous demandons à la Task Force Intelligence économique, dans les stratégies à mettre en œuvre, c'est que ces pays voisins profitent d'une certaine faiblesse de l'offre, une certaine faiblesse dans la chaîne d'approvisionnement, une certaine faiblesse dans la compréhension du business international, une certaine faiblesse dans l'industrialisation de l'extraction minière. Comme nous disons, il n'est pas concevable que l'or soit au top au niveau mondial, le coltan soit au top au niveau mondial et que la Sakima et la Sokimo soient des entreprises en faillite. Ce n'est pas normal. Et cela, nous ne devons pas regarder chez le voisin pour corriger cela. Nous devons nous regarder nous-mêmes. Mais comme je venais de le dire, dans les sources historiques, à partir des années 2000, où il y a eu le boom des minéraux qu'on appelle 3T, coltan, cassiterite ou wolframite, naturellement, c'était la rébellion qui était là. Et qu'après la rébellion, donc dans la phase néo-rébellion, il y a eu un mécanisme de pesanteur qui a été mis en place expressément pour que ces entreprises-là ne se relèvent pas. Parce que, comme nous l'avons dit, particulièrement dans la région du Kivu, ce sont les concessions de la Sakima qui sont spoliées par les artisanaux. Comprenez? Et ces artisanaux regroupés, organisés, financés par les bailleurs de fonds qui sont les anciens chefs de guerre. Anciens, nouveaux, parce qu'ils sont encore revenus à la charge. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par là? L'intelligence économique, c'était cette action de renseignement économique, c'est cette action qui va nous amener vers un diagnostic exhaustif de la compréhension du problème. Première des choses, comprendre c'est quoi le problème, poser le diagnostic. Pourquoi nous en sommes là? Pourquoi la situation des minéraux de l'Est profite beaucoup plus à nos voisins qu'à nous-mêmes? Une fois le diagnostic posé, la Task Force Intelligence économique va proposer des actions stratégiques à poser. Elle est pilotée par le chef de l'État. Et ensuite, elle va assurer le suivi. Il faut retenir que la Task Force, par définition, n'est pas une unité appelée à demeurer indéfiniment. Elle a un délai d'existence, au cours de laquelle, si on dit 3 ans, on fixe des objectifs, on y travaille et on obtient des résultats. Donc, on parle d'un représentant du chef de l'État ou des représentants du chef de l'État. On a les praticiens de l'intelligence économique, ceux qui vont se charger particulièrement, parce que c'est eux qui se chargent particulièrement du traitement des informations reçues
pour les convertir en orientation stratégique, mais aussi ils vont s'inspirer des représentants des entreprises privées, surtout de l'Est, qui connaissent les réalités, qui connaissent les contraintes, mais aussi des coopératives et des associations de l'Est, qui connaissent, qui vont fournir un ensemble d'inputs. On a aussi les représentants du gouvernement, parce qu'on a par exemple des ministères tels que celui de Mines, le ministère tel que celui des PME, le ministère du portefeuille dans lequel se retrouvent Sakima et Shokimo, qui doivent être représentés. On a les organismes de recherche. On a besoin des chercheurs qui vont apporter leur contribution scientifique à la question, à la problématique. En particulier les universités, les centres de recherche de l'Est. On a les représentants des entreprises publiques, mais on a aussi les organismes et partenaires internationaux, tels que les Nations Unies, comme nous l'avons dit. Tout ce que nous disons, nous ne l'inventons pas. Nous